Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Elle vient d'être nommée porte-parole du Parti socialiste en vue de l'élection présidentielle, une étape supplémentaire pour acquérir une stature nationale. Mon invitée aujourd'hui, c'est Johanna Rolland, la maire de Nantes. Se sent-elle à l'étroit dans sa ville, dans sa métropole? La politique nantaise peut-elle inspirer la politique nationale? Comment gère-t-elle la crise sanitaire? De tout cela, nous allons parler après son portrait. Johanna Rolland, vue par les Nantais, c'est un reportage de Vincent Calcani et de Kylian Moreau. Née à Vertou, à côté de Nantes en 1979, cette jeune diplômée de Sciences Po commence sa carrière politique en 2004 comme attachée parlementaire de Jean-Marc Ayrault. Entrée au conseil municipal de Nantes en 2008, elle prend en charge l'éducation et la jeunesse. Très investie dans les quartiers, c'est depuis celui des Dervalières, au nord-ouest de la ville, qu'elle lance sa première campagne en son nom propre pour les cantonales de 2011. En 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault la nomme première adjointe de Patrick Rimbert qui assure l'intérim. 2 ans plus tard, cette mère de 2 enfants devient à 34 ans la première femme maire de Nantes et également la seule femme à présider une métropole française. À l'époque, le grand projet de ville du quartier Malakoff pré-gaucher est justement l'un des piliers de sa politique. En 2021, retour sur la place Rosa Parks, poumon du nouveau quartier, et impression des habitants sur leur maire. Il y a un problème par exemple pour la sécurité. Il faudrait voir, parce que c'est vrai qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de rodéos, des choses comme ça. Et ça serait bien qu'il y ait un peu plus de police municipale ou de police nationale qui passe un peu plus pour verbaliser. Non, franchement, elle fait des actions concernant l'écologie. Elle a fait récemment là, les 30 km/h en ville. Ça, c'est pas mal. Elle invite les gens à prendre les vélos. Ça, c'est pas mal aussi. Après, ce qui est embêtant aussi, c'est qu'il y a plein de travaux à Nantes. C'est beaucoup de travaux et ça prend du temps, par exemple la gare, la commerce. Largement réélu en 2020 pour un second mandat, l'élu PS impose son credo, la sociale écologie. Une ligne qui prône notamment une alliance de gouvernance avec les Verts. Une ouverture politique que les Nantais semblent apprécier. Pour cette raison oui, parce qu'elle se rapproche de l'écologie. Et puis pour moi, l'écologie, c'est important. Je pense qu'elle fait pas mal de choses sur Nantes qui sont valables. Il y a le métro qui va être gratuit les week-ends, pas le métro mais le tram. Donc je trouve que c'est bien pour les personnes de mon âge, parce que je suis retraitée. Je suis plutôt satisfait parce qu'elle valorise pas mal le breton dans la ville, ce qui est quelque chose de très important pour moi. Je suis bretonnant, je parle breton et français. Voir que les réunions des rues sont en bilingue, qu'il y a des subventions pour les écoles pour apprendre le breton aux enfants, je trouve ça très important. Élu local conforté par son 2e mandat, Johanna Rolland se voit aussi en ce début 2021 propulsée sur la scène politique nationale. Sollicitée par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, elle sera porte-parole du PS pendant la campagne présidentielle de 2022. Johanna Rolland, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à distance, nous respectons les gestes barrières, donc on va parler pendant une demi-heure sans masque. On l'a vu dans ce reportage, les Nantais vous aiment bien, on va revenir sur ce qu'ils disent tout au long de cette émission. Mais vous, on a l'impression que maire de Nantes et présidente de la métropole, ça ne vous suffit plus. Témoin, ce dessin de frappe, c'était dans Presse Océan, c'était le 6 mars dernier. Je rappelle, vous avez été élue présidente de France Urbaine, c'est l'association des grandes villes en septembre. Vous venez d'être nommée porte-parole du PS pour la présidentielle. Est-ce que vous êtes une cumularde? Non, tout ce que je fais, chaque jour, ça sert l'intérêt des Nantais. Quand le Premier ministre vient à Nantes, là, récemment, et qu'il vient après des négociations serrées que nous avons eues, avec 175 millions en plus pour le CHU. Ça, c'était avec la casquette France Urbaine. Tout à fait, avec plusieurs dizaines de millions pour rénover énergétiquement les écoles, les piscines. C'est du plus pour Nantes, c'est du plus pour les Nantais. Quant au nom de mes collègues maires des autres grandes villes, je rencontre le ministre de la Justice pour demander plus de moyens de justice de proximité. C'est du mieux pour Nantes. C'est du mieux. Porte-parole du pour Parti les Nantais. socialiste pour l'élection présidentielle, en quoi est-ce que ça arrange les Nantais? En quoi ça les intéresse? Être maire, faire de la politique, c'est pas simplement gérer, c'est porter des convictions. Les miennes, et j'étais très sensible au début de votre reportage. Parce que mon moteur premier, c'est la lutte contre les inégalités. Et oui, mon engagement premier, professionnel avant d'être politique, c'était les quartiers populaires et ce sont toujours aujourd'hui les quartiers populaires. Et se battre contre les inégalités, c'est le faire
dans mon mandat de maire tous les jours, mais c'est aussi porter cette voix avec d'autres maires de grandes villes. Rapidement, Et ça oui, va consister en quoi le porte-parole du Parti socialiste? ça va Trouver un consister- candidat socialiste Non. pour la présidentielle? Ça va consister d'abord à porter ce chemin auquel, avec d'autres, je crois, qu'est la social-écologie. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on doit allier le social et l'écologie, et qu'avec les maires de ma génération, la maire de Rennes, le maire de Montpellier, mais aussi la maire écolo de Strasbourg, nous croyons que c'est d'abord à l'échelle des villes qu'il y a des solutions qui s'inventent. Et que notre responsabilité, c'est aussi de porter ces solutions. Pour avoir une candidature unique? Oui, moi je suis clairement favorable à d'abord un projet unique, parce que je pense que d'abord ce qui compte, ce sont les idées, toujours, le projet d'abord, et puis le moment venu, effectivement, moi je crois qu'il nous faudra un candidat unique. Vous savez, je vais vous dire les choses de manière très directe. La question pour la gauche, elle est simple. On veut faire 6 la prochaine fois, à nouveau, ou on veut être au 2e tour de l'élection présidentielle? Moi, je veux que la gauche écolo, elle soit au 2e tour de l'élection présidentielle. Mais ils sont déjà très nombreux sur la liste de départ. On peut citer Anne Hidalgo, la maire de Paris, Éric Piolle, le maire de Grenoble, Yannick Jadot, le député européen, Arnaud Montebourg, l'ancien ministre socialiste. Ça fait du monde déjà. D'abord, parlons du fond, et ensuite, je crois qu'il faudra trouver des moyens de convergence. Je le redis, moi, je n'ai pas envie que notre choix il soit résumé à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et le peuple de gauche, les habitants à Nantes que je croise, ils me disent contribuer à donner un chemin, contribuer aussi à donner de l'espoir. La social-écologie, ce n'est pas un slogan. C'est très concrètement des sujets sur le pouvoir d'achat, des sujets sur le transport, des sujets sur la mobilité, sur le vélo, ce que nous faisons dans nos villes. C'est ça qu'on veut faire valoir. Parce que oui, faire de la politique, c'est porter les convictions auxquelles on croit. Avant la présidentielle, il y a une autre échéance, ce sont les élections régionales. Vous avez décidé de soutenir le candidat socialiste, Guillaume Garot. Face à lui, il aura probablement un candidat écologiste, Mathieu Orphelin. On n'est pas capable de faire au niveau régional ce que vous voulez faire au niveau national. Ça commence mal. D'abord, on n'est pas encore aux élections régionales, c'est au mois de juin. J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent qu'il y aura des élections départementales, ne les oublions pas non plus, et des élections régionales. Puis vous savez, par expérience, je crois pouvoir dire que le rassemblement, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, tout le monde appelle à l'unité, mais autour de son nom. Ça se construit, ça se travaille. D'abord à partir des propositions, et moi je crois que Guillaume Garot est un candidat de grande qualité, qui a la connaissance des villes et des campagnes. Je connais aussi les atouts de Mathieu Orphelin, et je ne doute pas une seule seconde que le moment venu, ils sauront se parler. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Vous avez à Nantes, vous, une majorité plurielle, un tiers d'élus écologistes. Est-ce qu'ils ont verdi votre politique? Moins de parking, plus de pistes cyclables, 30 km/h, on en parlait dans le reportage. La place de la voiture se réduit à Nantes? Oui, la place de la voiture, elle se réduit. Et grâce aux écologistes? Elle doit continuer à se réduire grâce aux projets qu'on porte ensemble. Et donc aussi aux écologistes. Bien sûr, vous savez, j'ai été élue avec mon équipe le 29 juin dernier. Depuis 9 mois, nous avons agi sans relâche pour contribuer à changer la vie quotidienne des Nantais. La première décision, nous avons baissé de 20% l'abonnement des transports en commun. Nous avons passé la ville à 30 km/h pour plus de tranquillité et de sécurité routière. Nous avons construit sur Bougnay un nouveau parking relais de 1000 places, passé la bibliothèque à la gratuité. Nous avons proposé aux enfants des quartiers populaires 2000 ordinateurs parce que le confinement, il a montré la fracture numérique. Nous avons agi sur le champ de la sécurité en mettant en place la police métropolitaine des transports, en lançant le recrutement déjà de 29 policiers municipaux. Vous dites que les promesses de campagne, vous les tenez, c'est ça? Ça fait 9 mois que nous sommes au travail et que nous mettons un point d'honneur à tenir nos engagements. Et je voudrais annoncer sur ce plateau à ceux qui nous écoutent la tenue d'un engagement important. Pendant l'élection municipale, nous étions engagés avec mon équipe à la gratuité des transports en commun le week-end. Eh bien, je veux le dire cet après-midi, cet engagement, il sera tenu dès le 24 avril. Je le dis aux Nantaises et aux Nantais, mais plus globalement à tous les habitants de la métropole. À partir du premier jour des vacances scolaires d'avril, vous pourrez prendre le tramway, le busway, l'e-busway, le navibus sans payer, parce que c'est bon pour votre pouvoir d'achat et que c'est bon pour le climat. Voilà une mesure très concrète. Ça, c'était une promesse qui devait avoir lieu, qui devait être mise en œuvre en septembre. C'est ça, donc vous l'avancez? Nous faisons le choix de l'avancer parce que, d'abord, je pense que dans ce moment où, reconnaissons-le, la situation est quand même pas facile. Il y a un peu de morosité dans notre pays et donc à Nantes aussi.
Moi, je crois qu'il y a besoin de donner des signaux d'espoir, des signaux positifs, et que ceux qui nous écoutent savent que très prochainement, ils pourront aller en ville, comme on le dit rapidement, ou d'un endroit à l'autre de la métropole, le week-end, découvrir nos paysages, se promener en famille gratuitement. C'est un acte d'écologie, c'est un acte de pouvoir d'achat, c'est un acte qui soutient aussi. Et qui va coûter cher à la ville de Nantes et à la métropole ? Qui va coûter 10 millions par an, je l'avais dit à ce moment-là. Je crois que c'est un investissement vraiment important pour les Nantais. C'est un choix politique, vous n'investirez pas ailleurs. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de la social écologie. Mais la social écologie, c'est ça, c'est pas un concept, c'est pas un slogan. C'est concrètement baisser de 20% les abonnements, développer le réseau de transport en commun, 3 nouvelles lignes de tramway, la ville à 30 km/h, le parking relais, plus de covoiturage. Ce sont toutes ces mesures très concrètes qui contribuent, je le redis, à améliorer la vie des Nantais. C'est ma seule boussole. En raison de l'alliance avec les écologistes, vous avez en revanche des dossiers qui traînent. C'est le cas de la 5G, par exemple. Vous avez décrété un moratoire, il y a un débat jusqu'à la fin du mois, pas de décision avant le printemps, c'est ce que vous dites. La 5G, elle est déjà déployée depuis le mois de décembre à Angers ou encore au Mans. Nantes, qui se voulait la ville numérique, est à la traîne sur ce dossier ? Moi, je suis très fière de la manière dont on a abordé cette question. Parce que je pense qu'à Nantes, on est capable d'avoir des débats apaisés. Et de dire la 5G, ça a des avantages d'un point de vue du développement économique et de l'emploi, c'est important. Mais ça pose des questions aussi parce que les Nantais, ce qu'ils me disent, quand je les rencontre dans les quartiers, ils me disent la 5G pour la télémédecine, on a envie de dire oui. Pour que nos ados passent encore plus de temps à télécharger des films sur leur écran, on ne sait pas si c'est la priorité. Donc tant pis si Nantes est à la traîne par rapport à d'autres grandes villes de la région. Vous savez, on s'est donné un mois, le mois de mars, les décisions au mois d'avril. Alors franchement, la 5G, c'est pas à un mois près. Je préfère qu'on prenne le temps du débat, de l'intelligence collective, de l'apaisement, et je constate que ce débat qui a démarré, il se passe dans un contexte tout à fait serein. Pour moi, ça c'est important, parce qu'on a quand même une société qui est très crispée, qui est très fragmentée, et pouvoir se dire les choses tranquillement, sans être dans une espèce de surenchère permanente, je pense que c'est aussi un élément de la qualité de vie à laquelle on est attaché dans notre ville. Dans votre majorité, vous avez aussi des Bretons. Le conseil municipal a voté le mois dernier un vœu pour un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. On pourra bientôt se marier en breton. Vous avez délivré des livrets de famille en breton. C'est le renvoi d'ascenseur à l'Union démocratique bretonne qui vous a soutenu pendant les élections municipales, c'est ça ? C'est surtout la suite d'un engagement qui avait démarré dans le mandat précédent, où nous avions fait tout un travail sur ce qu'on appelle la charte sur la langue bretonne, la découverte de la culture, de l'apprentissage de la langue, le soutien, ça a été dit là aussi par les Nantais à certaines écoles, notamment sur Nantes. Donc le livret, c'est une étape supplémentaire. Disons-le clairement, ce livret, il est donné en plus du livret de famille. C'est pas un document officiel. Il n'a pas de vocation juridique en tant que tel, mais c'est un signe de notre attention à la culture bretonne qui fait partie des cultures au pluriel de notre ville. On va parler de Nantes et de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Des impacts de balles dans les halls d'immeubles. À Nantes, dans certains quartiers, les fusillades sont devenues récurrentes. Malakoff, le 27 février dernier, et les Dervalières, c'était le 11 janvier dernier, provoquant la mort d'un adolescent de 15 ans. Je vous propose d'écouter les témoignages des habitants qui se sentent, disent-ils, abandonnés. C'est très très dur, vraiment, c'est pas facile. Comment vous décririez l'ambiance ici ? C'est mort, l'ambiance c'est mort. C'est très mort l'ambiance. Dangereux ? Oui, très dangereux. Dans les quartiers, on est complètement laissé à l'abandon. Enfin, moi je parle pas pour mon activité ici, sur la place Bellevue. On voit bien qu'il n'y a plus de commerce et que les gens ont du mal à venir à rentrer dans le quartier. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que ça dure et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, pourtant vous le dites, vous avez augmenté le nombre de policiers, vous avez augmenté le nombre de caméras de surveillance. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que chacun prenne sa part et il faut agir sans relâche. Ces sujets, ils sont difficiles. Mais moi, je veux dire aux Nantaises et aux Nantais que non, nous n'allons pas lâcher la bataille sur ces sujets. Je sais le niveau de tristesse et parfois de colère. On a entendu une dame aux Dervalières. Le lendemain des faits que vous avez rappelés, Ali Reboul, l'adjoint du quartier, était auprès des habitants. J'ai personnellement rencontré les habitants à plusieurs reprises. Qui disent aujourd'hui qu'ils veulent changer de quartier. Leur attente. Certains, pas tous. Je peux vous dire, à cette réunion, il y avait une quarantaine d'habitants. Il y a aussi des habitants qui disent « Nous, on veut rester dans notre quartier. On veut se battre, y compris parce qu'on ne veut pas céder l'espace public aux dealers. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Derrière, c'est quoi ? C'est la lutte contre le trafic de drogue et la lutte
contre Et le ça, c'est la trafic police d'armes. nationale. Vous renvoyez à l'État. Nous renvoyons pas, nous disons agissons ensemble. Mais oui, c'est pas la police municipale qui démantèle le trafic de cocaïne. En tout cas, on ne peut pas renoncer sur ces sujets. Il y a des villes où c'est devenu banal. Moi, je refuse que ce soit le cas à Nantes. Donc la sécurité, c'est une de nos priorités. On met Qu'est-ce des que vous allez moyens pouvoir faire de sur plus ? la table. Mais je vous donne un exemple. Ces affaires, c'est la police judiciaire qui les gère. J'ai demandé qu'à Nantes, on puisse avoir un service régional de police judiciaire. Ça ne veut pas juste dire une antenne, vraiment un centre de plein exercice. Et comme on est force de proposition, j'ai même proposé que la ville mette à disposition des locaux. Il n'y a pas une réponse toute faite en matière de sécurité. C'est la prévention, l'éducation, mais quand c'est nécessaire, la sanction, la fermeté et la justice. N'oublions pas la justice. Parce que le fait de savoir que quand il y a eu acte de délinquance, il y a sanction, c'est absolument essentiel si on ne veut pas que se développe une forme de sentiment d'impunité. Donc oui, cette bataille sur les espaces publics, nous allons la mener. Alors on va regarder des espaces publics justement, c'est encore au Dervallières, 2 ans après les émeutes qui avaient embrasé le quartier, les bâtiments publics qui avaient été incendiés n'ont toujours pas été reconstruits. Est-ce que ça alimente pas le sentiment d'abandon des habitants, ces images, Johanna Roland ? Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Il se trouve que j'étais il y a 10 jours avec les habitants des Dervallières et les associations pour faire le point sur le projet. Il y a eu le temps des assurances et des expertises, et pour les habitants, ce temps, il est toujours trop long. Concrètement, on a travaillé pendant ce temps-là, on a mis ce temps à profit parce que ce n'est pas la ville toute seule qui décide du projet. Donc, on a 2 projets qui sont prévus sur cette place. Le premier, un nouveau pôle de service public, le pôle Daniel Asseret, un grand monsieur engagé dans les quartiers à Nantes, avec un service aux personnes, des services sociaux nouveaux, la possibilité de pouvoir faire des démarches. Et puis un deuxième projet sur lequel on travaille, où il y aura des commerces. À quelle échéance ? Là, maintenant, là, tout de suite. Le projet, il est engagé. Je vais vous donner un exemple concret. Sur cette place, il y a un bureau de tabac. Le monsieur, quand il est arrivé, je me rappelle très bien, c'était maintenant il y a 8 ou 9 ans, il ne connaissait pas le quartier. Allez le voir, allez l'interviewer. Aujourd'hui, il vous dira, comme il me dit, il ne quittera pas le quartier. Il y a aussi plein de gens, des acteurs économiques, des artisans, des habitants, des assos qui se battent pour ces quartiers. Et nous, on se bat avec eux. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, le pays était confiné. 1 an après, le premier constat, c'est que la précarité, à Nantes comme partout ailleurs, elle a explosé. Les distributions alimentaires se multiplient, souvent gérées par des associations. Qu'est-ce que fait la ville ? La ville, elle fait 3 choses. Elle aide les associations. Nous avons augmenté notre soutien à la Croix-Rouge, que j'ai été saluée la semaine dernière, au Secours populaire. Concrètement, nous avons par exemple versé une subvention de 150 000 € pour le nouveau centre qu'ils ont ouvert. Nous soutenons les Restos du Cœur. Bref, nous soutenons tous ceux qui agissent. Les acteurs historiques, mais aussi les nouveaux. Je prends un exemple. Il y a un collectif étudiant qui s'appelle La Surprenante Épicerie, qui a lancé une initiative nouvelle. Bref, on est en soutien. On voit des images de des gros distribution acteurs alimentaire comme pour les des étudiants petits. sur les campus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, nous avons changé nos propres règles. Parce que la crise, elle est venue tout bousculer. Moi, la pauvreté, c'est un des sujets qui me préoccupe le plus après cette crise. Et donc, nous avons essayé d'agir. Nous avons revu, par exemple, les aides du Centre communal d'action sociale, le lieu qui, pour nous, distribue la solidarité. Parce que, concrètement, les aides n'étaient pas suffisamment fréquentes. Et surtout, pour le dire de manière rapide, une partie de la classe moyenne ne pouvait pas en bénéficier. Mais des ménages qui, jusqu'à présent, s'en sortaient, un qui était au chômage partiel, l'autre qui était à l'intérim, ne s'en sort plus. Donc, il y a la manière dont on les soutient nous-mêmes. Et puis, la dernière manière dont nous agissons, c'est qu'on met en relation, parce que ça, c'est la grande richesse de Nantes, des Nantais qui veulent aider. Au moment du premier confinement, puisque vous l'évoquiez, on avait mis en place cette plateforme Nantes Entraide, où finalement, on faisait l'interface entre des Nantais qui nous disaient « j'ai du temps à donner, je suis prêt à participer ». Et ça continue de marcher, cette Ça plateforme ? marche différemment, parce qu'on n'est plus dans cette période de confinement, mais on continue de jouer ce rôle. Et ça, c'est la force de Nantes, cette capacité de solidarité, cette capacité de fraternité. Je veux le dire parce que la crise, elle est difficile pour tout le monde. Mais il y a aussi des choses positives qui en sont sorties. Alors la précarité, elle touche particulièrement les étudiants. Le gouvernement a mis en place des repas à 1 €, mais il a rejeté le RSA pour les jeunes. À Lyon, le président de la métropole lui a proposé de financer ce RSA jeune pour les jeunes de Lyon Métropole à raison de 400 € par mois. Est-ce que c'est un exemple à suivre ? Je crois en tout cas qu'on ne peut pas rester les bras ballants, aveugles et sourds à la détresse des étudiants et à la détresse des jeunes. C'est pas possible. RSA jeune, Donc, vous y pensez ? Il Vous y réfléchissez ? Il faut une aide immédiate. On l'appelle RSA jeune ou on l'appelle autrement. En tout cas, il faut que l'État prenne la mesure de la situation et déclenche une aide immédiate. Mais
Moi, je crois qu'il faudra aller au-delà, parce que ça, c'est la mesure de court terme, qui aurait dû, de mon point de vue, être déjà prise. Mais cette mesure de ensuite, court terme, il va falloir... vous pourriez la prendre à Nantes Métropole ? Je le redis, l'État doit prendre les responsabilités sur ce sujet. Nous, on agit à notre niveau sur ces questions. On a soutenu les étudiants par les transports, on réfléchit à un certain nombre d'aides complémentaires. Mais après, quand on va être sorti de la crise, parce qu'on doit aussi anticiper, ce n'est pas une fin en soi, une aide de subsistance pour la jeunesse. C'est comment on les accompagne en matière d'autonomie, sur le logement, sur l'emploi. Et puisque vous évoquiez tout à l'heure France urbaine, je veux vous dire qu'avec mes collègues, on réfléchit justement sur ces questions. Mathieu Klein, le maire de Nancy, est missionné parmi nous pour faire des propositions pour travailler. Donc l'urgence, oui. Moi, je pense que le gouvernement commet une faute en ne répondant pas clairement aujourd'hui à la détresse des jeunes. Mais ça ne suffit pas. Il faut anticiper l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est plutôt cette question de l'autonomie qu'on a besoin de travailler. Cette mesure du RSA, par exemple, pour les jeunes, elle fait partie des propositions de la Convention citoyenne qui vous a remis tout un tas de propositions hier soir et que vous allez étudier avant le mois de juin. Donc ça fait partie des propositions qui interpellent, qui intéressent. Cette Convention citoyenne, elle a vraiment fait un énorme boulot. Je veux les saluer et inviter tous ceux qui nous regardent à prendre le temps d'aller parcourir leurs propositions, leurs analyses. Notre volonté, c'est 80 citoyens nantais de la métropole nantaise qui ont fait des propositions dans tout un tas de domaines, qui ont travaillé pendant des mois. C'est-à-dire pendant cette crise, on a beaucoup donné la parole aux experts, c'est important, mais nous à Nantes, on veut aussi donner la parole aux habitants. Et donc maintenant, c'est à nous de jouer, ça veut dire qu'il faut qu'on instruise sérieusement leurs demandes et je me suis engagée hier à apporter une réponse avant l'été au travail qu'ils ont fourni. Ça, il n'y aura pas de RSA pour les jeunes. Donc. La méthode à la nantaise, le dialogue citoyen auquel je suis très engagée. Le 26 février dernier, Jean Castex, le Premier ministre, est venu, vous l'avez dit, signer à Nantes le premier contrat de relance des métropoles, entre l'État et les métropoles, et a distribué beaucoup de millions à cette occasion-là, pour la cathédrale, le nouveau CHU, la rénovation thermique des bâtiments publics. Sans cet argent, il n'y a pas de sortie de crise. C'est essentiel que l'État et les villes travaillent main dans la main pour la sortie de crise. La ville prend ses responsabilités, l'État doit prendre les siennes, et sur ce sujet, on a travaillé ensemble. Et on a bien travaillé ensemble, je veux le dire, parce que vous connaissez mes convictions, vous savez que ce n'est pas celle du gouvernement, mais comme maire, ma responsabilité, c'est de travailler main dans la main avec l'État quand c'est l'intérêt des Nantais. Et là, c'est ce que nous avons fait. L'État joue son rôle, en l'occurrence. Là, l'État a joué son rôle, tout à fait. Nous avons chacun joué notre rôle. Parce que quand des écoles sont rénovées, quand des piscines sont rénovées d'un point de vue énergétique, quand enfin j'obtiens un soutien de principe de contribution de l'État sur Citadelle, le centre pour les femmes victimes de violences, ça arrive bien tard, mais je sais le saluer, parce que sur ces sujets, ce qui compte, c'est d'avancer. Quelques questions d'actualité, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Le théâtre Gralin à Nantes, au cœur de Nantes, occupé par des intermittents du spectacle qui réclament la réouverture des lieux culturels. Vous comprenez? Vous soutenez? Je soutiens les revendications des acteurs culturels. Mais ça n'est pas un moyen, dit la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Vous êtes d'accord avec elle? Il faut mesurer la situation. On a là des hommes et des femmes qui sont privés d'emploi depuis 1 an. Privés d'emploi depuis 1 an. Donc ils font un certain nombre de demandes précises, notamment la reconduction de ce qu'on appelle l'année blanche pour les professionnels de la culture, parce qu'il y a ceux auxquels on pense, les acteurs, les actrices, les comédiens, mais il y a aussi tous les métiers techniques qui sont derrière, les monteurs de son, ceux qui prennent les images, vous les connaissez aussi dans vos métiers. On ne peut pas laisser ces gens comme ça sur le bord du chemin. Donc vous comprenez l'action, mais pas au cœur du théâtre. Non, je soutiens les revendications, pas simplement je les comprends. J'ai à nouveau écrit hier avec plusieurs de mes collègues maires des grandes villes pour dire à la ministre, à Nantes, je l'avais dit lors de la venue du président de la République, nous sommes prêts à expérimenter la réouverture de grands lieux culturels. Pas n'importe comment. La priorité, évidemment, c'est de respecter la situation sanitaire. Mais on peut expérimenter des choses avec des protocoles exigeants. Eh bien, moi, je crois, par exemple, que dans les musées, il y a un certain nombre d'ouvertures, par exemple pour les scolaires, à certaines conditions bien strictes, qui pourraient être envisagées. Il y a de l'imagination dans le secteur culturel. Et vous savez qu'à Nantes, on est très attaché à la culture. Vous avez aussi travaillé sur un retour de la culture et de la fête à Nantes, quand ça sera possible, dans des lieux extérieurs et sécurisés. C'est ça? Vous avez déjà planifié ça pour l'été à venir? Nous travaillons avec les actrices et les acteurs à cela, parce que d'abord, on le voit bien, si on ne l'organise pas, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. À un moment donné, les gens, ils vont aussi avoir ce besoin de respiration. Et le plein air, c'est aujourd'hui, on le sait, un lieu plus sûr. Donc, on est autour de la table avec, pas simplement d'ailleurs,
les responsables de la culture, mais aussi avec les responsables de bars, les responsables de restaurants, pour travailler collectivement. C'est quand même la force de Nantes, cette capacité à faire ensemble. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand au premier confinement, on a décidé, vous vous souvenez, l'extension des terrasses. Ça a bien marché à Nantes. Je peux même dire que ça a mieux marché qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que la ville ne l'a pas faite toute seule. Elle l'a faite et les organisations professionnelles se sont engagées. Les patrons de bars et de restaurants se sont engagés avec nous, y compris à faire ça de manière respectueuse pour les riverains. C'est vraiment, plus c'est difficile, plus il faut travailler ensemble. Autre question d'actualité, Joëlle Kérivin, la directrice générale de la Société d'économie mixte de la Folle Journée, a été démissionnée. La ville de Nantes a porté plainte auprès du procureur après des irrégularités comptables qui ont été constatées. C'est les comptes de la Folle Journée qui sont passés au crible ? Oui, vous savez, moi, sur ces questions, j'ai 2 principes très simples. Quand il y a faute, il doit y avoir sanction. Quand il y a faute grave, il doit y avoir sanction grave. Le deuxième principe, c'est la transparence. Faute ou c'est faute grave ? Là, c'est faute grave. Clairement, c'est-à-dire faute grave, c'est-à-dire des montants qui ont été sortis des comptes de la Folle Journée et de l'espace Simone de Beauvoir. Donc, quand la ville a été saisie de ce sujet, elle a missionné un audit. À l'issue de cet audit, il s'est avéré qu'il y avait des fautes de gestion graves. La directrice générale a donc été convoquée, elle a quitté ses fonctions et la ville de Nantes porte plainte. Est-ce que le tribunal, le festival de la Folle Journée, qui avait déjà été reporté, qui doit normalement avoir lieu entre le 9 et le 11 avril prochain, est menacé par la démission de Joëlle Kérivin ? Absolument pas. Nous travaillons à ce festival auquel on est tous très attachés. Nous y travaillons avec René Martin et toute son équipe. La question qui reste en suspens, elle est liée aux conditions sanitaires. C'est est-ce que la Folle Journée aura lieu plutôt en avril, plutôt en juin ? C'est ce qui nous reste à travailler avec les équipes. Mais vous y croyez encore, vous, en avril ? Entre le 9 et le 11 avril, c'est bientôt, hein ? Écoutez, sincèrement, je crois plutôt au mois de juin qu'au mois d'avril. Mais on va en discuter comme toujours avec l'ensemble du conseil d'administration et puis avec René Martin qui met son talent au service de ce grand projet. En tout cas, je sais que c'est un événement attendu. Et quand je disais tout à l'heure que dans la période, on a besoin de donner des signes positifs, eh bien oui, la gratuité des transports en commun le week-end dès la fin du mois d'avril, la gratuité des bibliothèques et retrouver les Folles Journées au mois de juin ou peut-être un peu avant si c'est possible, eh bien, je crois que ça fera du bien aux Nantaises, aux Nantais et à tous les habitants de la métropole. Petite dernière question d'actualité, rapidement. Vous avez décidé que les scooters ne rentreraient plus dans le centre-ville de Nantes, dans les rues piétonnes. Ça pénalise finalement ces livreurs ? Mais ces livreurs, ils sont aussi pénalisés par des entreprises qui ne les respectent pas beaucoup. Et ça les pénalise encore davantage. Ces scooters, ils posaient 2 problèmes. Un problème de sécurité et de tranquillité des riverains. Donc, ce qu'on attend d'un responsable politique, c'est de prendre des décisions et de les assumer. Cette décision est donc prise et assumée. Et puis, elle est aussi au service de l'écologie. Donc, le sujet, ce n'est pas les livreurs en tant que tels. Quand on sait leurs conditions de travail, il y aurait bien des choses à dire sur ces sujets. La question, c'est les entreprises qui les embauchent. Et donc oui, ces entreprises, elles doivent bouger, elles doivent évoluer. La social-écologie, ce n'est pas simplement les responsables politiques qui doivent bouger, c'est les acteurs culturels, c'est les acteurs économiques, c'est les acteurs sociaux. Et moi, je connais plein d'acteurs économiques sur notre territoire qui ont engagé ces mutations et qui le font dans le respect des droits des salariés, ce qui, pour quelqu'un attaché aux valeurs de gauche comme je le suis, est un élément absolument indispensable. Merci beaucoup, Johanna Roland, d'avoir été avec nous ce matin. La semaine prochaine, nous évoquerons les élections régionales. Virginie Charbonneau reçoit Mathieu Orphelin, qui est de liste écologiste pour les régionales. Tout de suite, le journal régional présenté par Cathy Collin.